Politique étrangère pour terminer, Marine Le Pen, parce que on en parle beaucoup et à juste raison, la Syrie, intervention si Bachar al-Assad utilise l'arme chimique. Vous êtes d'accord ou pas? Mais Bachar al-Assad n'utilise... S'il utilise, je dis si. Mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est comme l'Irak, monsieur Bourdin. Est-ce que vous vous souvenez quand même des armes de destruction massive de l'Irak? Cette énorme manipulation dont nous avons été victimes de la part des Américains et qui a entraîné le déclenchement de la guerre en Irak avec des centaines de milliers de morts civiles. Bush et Blair devraient-ils être traduits devant le tribunal pénal international de La Haye, la Cour de justice de La Haye? Eh bien peut-être, monsieur. Peut-être, parce que les millions d'enfants morts qui ont été la conséquence de leur action pour un pays qui reste définitivement totalement déstabilisé et dont la population n'a eu qu'à souffrir des décisions qui ont été les leurs, à un moment donné, il n'y a pas de raison que parce que les États-Unis sont une grande puissance, et ils ne rendent pas des comptes sur leur action. Alors, il faut aussi tirer les leçons du passé. Or, je n'ai pas le sentiment que les leçons soient tirées. Je le dénoncer. Alors, dernier sujet, la Syrie. Il y a un journaliste indépendant qui est venu vous voir, vous interviewer à propos de la Syrie. Cette interview devait être diffusée sur des chaînes libanaises. Ça n'a pas été. C'est une chaîne syrienne qui l'a diffusée, qui est proche du président Assad. Est-ce que vous regrettez... Enfin, faut pas vous regretter. Nous vivons... Alors, j'oublie le mot. Nous vivons l'hiver islamiste, c'est ce que vous avez dit, oui. Hein, Marine Le Pen. Je suis contre l'ingérence étrangère en Syrie. Oui. Toute ingérence étrangère, on est bien d'accord. Oui. D'un côté comme de l'autre. Oui, y compris du Qatar. Y compris du Qatar. Y compris de l'Arabie Saoudite. Ouais. Y compris C'est-à-dire que la France et les Occidentaux sont complices des islamistes, à vos yeux? Ah, en tout cas, on a mis le feu. On a mis le feu en armant effectivement les islamistes, en leur apportant une aide logistique. Et aujourd'hui, on se plaint que le feu se propage notamment au nord Mali. Et on arrive avec le dé à coudre d'eau en disant on va éteindre le feu. Bon, eh bien, et là, je crains qu'on ne soit pas capable d'éteindre le feu qu'on a contribué nous-mêmes à allumer. Il me semble que le gouvernement a été d'un aveuglement total dans ce dossier international. Est-ce que nous sommes complices des islamistes? Je vous pose la question. L'avocate vous répondrait oui, hein, puisque la définition de la complicité, c'est l'aide ou l'assistance. Je pense qu'on a aidé. Je pense qu'on a aidé et assisté effectivement les islamistes et même, j'irai plus loin, en toute connaissance de cause. Marine Le Pen, merci. 8h56. Mais notre soutien à cette opération française nécessite un autre éclairage, tout aussi essentiel. D'abord, si les mafias islamistes lourdement armées sont partis à l'assaut du Mali, c'est en premier lieu à cause de la chute du gouvernement libyen et de l'arrivée au pouvoir des djihadistes dans ce pays qui très vite y ont imposé la charia. L'action des gouvernements français de Nicolas Sarkozy, soutenue par le Parti socialiste, a consisté à aider, à financer et à armer ces islamistes en Libye. Même chose en Syrie, où François Hollande, dans la continuité de Nicolas Sarkozy, soutient ouvertement les rebelles djihadistes contre le gouvernement en place. L'intervention au Mali soulève donc ce cruel paradoxe. Nous combattons là-bas les islamistes que nous avons mis au pouvoir en Libye et que nous voulons mettre au pouvoir en Syrie. La faute stratégique politique de nos dirigeants UMP et PS est criante et si lourde de conséquences. C'est cette incohérence diplomatique désastreuse qu'il faut pointer du doigt. Question peut-être dans l'actualité. En ce moment même, en Syrie, il devait y avoir un règlement pacifique, un apaisement avec le président Bachar el-Assad qui devait retirer ses troupes. Tel n'est pas le cas. Il y a des dizaines de morts encore. Est-ce que vous condamnez cette stratégie de Bachar el-Assad ? Si vous voulez, moi je condamne tous les morts civils, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, parce que dans des affaires telles que celle-là, contrairement à ce que pensent nos responsables occidentaux, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers un règlement diplomatique et pacifique. Une condamnation de ce qui se passe sur place. Mais écoutez, ça, les condamnations, ça n'a jamais fait avancer les choses. Des sanctions supplémentaires. Au contraire, d'ailleurs. Des sanctions supplémentaires. Mais regardez ce qu'on a fait en Libye. Regardez ce qu'on a fait en Libye. Est-ce qu'à un moment donné, ça va quand même nous servir de leçon ou jamais, ce qu'on a fait avant? Parce qu'en Libye, on est intervenu, on a mis en place des djihadistes qui ont immédiatement décrété la charia. Est-ce que c'est cela que l'on veut pour la Syrie? Parce que si c'est cela qu'on veut pour la Syrie, eh bien,
tous les pays tomberont les uns après les autres. Déjà, le Mali est en train de tomber après la Libye. À quoi joue-t-on? À quoi jouent les puissances occidentales dans cette partie du monde? Moi, je pense aux femmes aussi. Hein. Je pense aux habitants qui vont être obligés après de vivre sous le joug de la charia, qui est profondément contraire aux droits de l'homme, comme l'a d'ailleurs rappelé la Commission européenne. À cette place, vous aviez refusé de condamner explicitement le régime de Bachar el-Assad, en disant de toute façon, je suis persuadé qu'il ne pourra pas rester au pouvoir. Bon, il est toujours en place, les exactions continuent, se multiplient, l'armée frappe les populations civiles. Est-ce que ce soir, vous condamnez Bachar el-Assad et son régime? Je vous avais dit, monsieur, encore une fois, je vous avais dit également que je pensais que la voie diplomatique était la plus sage, étant entendu l'échec absolu, pour l'instant, elle est inefficace, dramatique, la faute politique majeure qu'a constitué notre intervention en Libye. Parce que plus personne n'en parle. BHL est parti avec sa chemise et par conséquent la Libye, ça n'intéresse plus personne. Eh bien en Libye, les Libyens noirs sont persécutés. À la chute du régime de Kadhafi. Oui, très bien, parfait. Voilà. Oui, c'est tout. Et alors game over. Game over, on termine, on arrête la vidéo. Oui, mais la vidéo ne s'arrête pas, monsieur. Et en Libye, les Libyens noirs sont persécutés, enfermés dans des cages et traités comme des chiens. En Libye, aujourd'hui, des milices font la loi et tuent effectivement des populations civiles sans que ça n'émeuve aucune des belles âmes qui ont applaudi à l'intervention en Libye. Donc, il fallait rien nous faire, avons mis au pouvoir, monsieur, nous avons mis au pouvoir des djihadistes dont le premier acte a été de mettre en place la charia. L'intervention en Libye a eu pour conséquence la déstabilisation massive du Mali, qui aujourd'hui, pour les 2/3, est sous les ordres également des djihadistes et d'Al-Qaïda. Mais beau succès! Mais quelle merveilleuse intervention internationale avons-nous fait là? Et je crois que nous ne sommes pas prêts de terminer de payer cette faute qui est imputable non seulement, monsieur, à Nicolas Sarkozy, mais également à tous les mouvements politiques qui étaient pour cette intervention en Libye. Alors vous voulez faire la même chose en Syrie? Eh bien écoutez, moi je crois qu'il faut être plus raisonnable. C'était pas ça la question, Marine Le Pen. C'était est-ce que vous condamnez explicitement le régime de Bachar el-Assad? Mais je condamne tout ce qui fait des morts civiles, tout. Voilà. Tout ce qui fait des morts civiles. Donc on n'entend pas dans votre bouche la condamnation, mais moi j'entends pas dans votre bouche la condamnation, ni dans celle des responsables politiques, la condamnation du Conseil national de transition en Libye qui tue des populations civiles. C'est quand même marrant d'avoir comme ça, on se scandalise mais à géométrie variable. Hein. Bon voilà. Donc il y a pour l'instant un plan de paix. Vous me dites que ça continue. Moi j'ai eu le sentiment depuis quelques heures que les choses semblaient s'améliorer. Mais si vous considérez... Encore, non mais écoutez monsieur, si vous considérez qu'il faut faire la guerre en toutes circonstances, vous prenez votre pactage et vous y allez peut-être. Ce serait un bon début. Voilà. Moi je crois que la diplomatie me paraît quand même, et obtenir la résolution de ces conflits par la diplomatie me paraît quand même être pour l'instant la solution. Génération, une question, Marine Le Pen, concernant l'actualité internationale. Quel est votre regard sur la tournure des événements aujourd'hui en Égypte, ce que l'on a appelé les printemps arabes, mais également le résultat, c'est un autre sujet, il y a deux questions en une, la poussée des frères musulmans dans les élections au Maroc. D'abord sur l'Égypte. Oui, enfin vous dites que c'est deux éléments différents, c'est quand même assez semblable. C'est la poussée de l'islamisme, de mouvements islamistes dans l'ensemble des pays qui ont fait l'objet d'une révolution arabe. Ça a été vrai en Tunisie, c'est vrai en Égypte, c'est vrai aujourd'hui au Maroc, c'est vrai également, mais là on ne parle plus de démocratie parce que c'est un processus qui n'a rien à voir avec la démocratie, évidemment en Libye avec le CNT dont la première action a été d'appliquer la charia et donc de violer d'ores et déjà les engagements qu'ils avaient pris à l'égard des dirigeants européens BA, qui ont cru dans les promesses du CNT. Nous avons donc armé et mis au pouvoir des gens dont le premier acte a été de mettre en place la charia, profondément antidémocratique. Cette charia, c'est même la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit que la charia était incompatible avec un processus démocratique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet échec-là pèse sur les épaules de M. Juppé et il pèse bien entendu très lourdement sur les épaules de M. Sarkozy, qui portera dans sa conscience, sur sa conscience, la manière dont le peuple libyen, et notamment les femmes libyennes, vivront demain sous le joug des islamistes fondamentalistes. Vous regrettez les régimes précédents ? Oh, je n'ai pas à regretter les régimes précédents. Ce que je regrette dans les régimes précédents, qui étaient des régimes totalitaires, c'est la laïcité.
parce qu'il m'apparaît que cette laïcité permettait à l'ensemble des communautés de vivre sans être persécutées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a vu en Égypte et en Tunisie, entre l'ambassade d'Israël qui a été attaquée, entre le siège de la télévision qui a passé le film Persépolis qui a été brûlé. Les pressions se font de plus en plus fortes sur les femmes. Elles appellent à l'aide. Elles sont très inquiètes compte tenu du recul prévisible de leur statut. C'est vrai que c'est très inquiétant. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est la démocratie. Dans les pays dans lesquels les peuples ont voté, s'ils veulent se voir appliquer une politique fondée sur l'islam, ça n'est sûrement pas à nous, pays occidentaux, de venir le contester. Je crois que c'est un recentrage, probablement dû d'ailleurs à la mondialisation identitaire sur l'islam. Pour vous, une politique étrangère, c'est la non-ingérence, c'est ça? Oui, je ne crois pas à l'ingérence, je crois à la diplomatie, je crois à l'équilibre, je crois à la puissance, mais je crois aussi au respect de la démocratie. Encore une fois, on ne peut pas être contradictoire, on ne peut pas espérer un processus démocratique, et lorsque ce processus démocratique intervient, dire on n'est pas content parce que ceux qui ont été amenés au pouvoir ne nous plaisent pas. Quant à ceux qui pensent que nous avons une vision exclusivement nationale, je leur dis qu'ils se trompent lourdement. La place et le rôle de la France dans le monde est au contraire pour moi une préoccupation centrale. Ces dernières décennies, tous les gouvernements, les uns après les autres, ont contribué au déclassement européen et mondial de la France. Leur politique a mis en péril notre équilibre intérieur et notre sécurité extérieure. Elle a gravement compromis notre liberté, elle a abaissé notre rang. Pourquoi? Parce que nos adversaires politiques ont fondé leur action sur un contresens historique. Ils ont décrété, car prisonniers de leur idéologie mondialiste, que l'histoire nous emmenait vers un monde globalisé, sans État, dans lequel allait s'imposer universellement le modèle occidental américain. Ils se sont trompés. Et leur erreur est à l'origine même de notre déclin. De l'Asie à l'Amérique latine, en passant par le monde musulman, un nouveau monde émerge, fondé sur l'affirmation des identités et des souverainetés nationales. Le retour de l'Asie en particulier annonce la fin de la primauté de l'Occident sur le monde. Nous marchons vers un monde multipolaire et nous devons nous en réjouir. En conséquence, nos grandes orientations de politique étrangère doivent être refondées. Et les clés de cette refondation se trouvent dans nos fondamentaux historiques, dans les constantes géopolitiques de la France. 3 mots-clés sont la base de notre puissance, et ceci depuis des siècles. Souveraineté, équilibre et monde. France, puissance souveraine, France, puissance d'équilibre, France, puissance mondiale. Or, nos gouvernements ont fait le contraire. Ils ont détourné la France de sa grande politique mondiale pour la rétrécir au seul horizon européen. Ils ont aligné la France sur les États-Unis au lieu de fortifier son rôle d'équilibre entre les empires. Ils ont sacrifié notre souveraineté pour tenter de nous fondre dans un empire européen impotent et privé d'identité. Le monde qui se prépare est sous le péril de conflits de grande ampleur. Parce que les États-Unis, confrontés au risque d'un effondrement économique consécutif à la perte du statut de monnaie de réserve du dollar, verront probablement leur suprématie violemment contestée. Ensuite, parce que la raréfaction des ressources stratégiques, énergétiques, minérales, alimentaires, va exacerber la compétition entre les grands émergents, l'Inde et la Chine en particulier. Le dérèglement de tous les impérialismes américains, islamistes, chinois
est donc à prévoir dans les années à venir. Dans ce contexte, et une fois de plus dans son histoire, la France sera amenée à jouer un rôle d'exception. Elle pourra en effet contribuer à prévenir ces périls, en retrouvant sa vocation de puissance d'équilibre. Notre projet de politique étrangère est tout à la fois un projet de puissance pour la France et de paix pour le monde. Nous voulons refonder l'influence de la France dans le monde sur sa capacité à apporter la paix et à prévenir les conflits de demain. Mais cela ne sera possible que si nous restaurons la crédibilité de nos outils de puissance, outils diplomatiques et outils militaires. Ce qui différencie fondamentalement et radicalement notre projet de politique étrangère avec celui de nos adversaires, sans exception, tient à deux choses. Leur résignation leur fait croire que la France n'a plus d'avenir et qu'elle doit se fondre dans un bloc euro-atlantique. Nous pensons exactement le contraire. La France n'aura d'avenir qu'en s'extirpant de la logique euro-atlantique. Leur résignation leur fait croire que la guerre est inéluctable et que nous devons nous abriter derrière l'Amérique. Là encore, nous pensons exactement le contraire. Aucune guerre n'est inéluctable. Tout dépend de nous. Et si elle éclatait dans un contexte euro-atlantique, nous serions l'une des premières cibles et l'une des plus vulnérables. Pour sortir de l'inéluctable programmé par nos élites résignées et qui peut conduire au chaos, nous proposons une rupture forte. La politique est aussi l'art du possible. Cette rupture n'est pas seulement souhaitable. Elle est possible justement parce que nous ne sommes pas les seuls à la souhaiter. Loin s'en faut. D'autres pays la souhaitent. Et c'est avec eux que nous voulons reconstruire l'avenir. Nos axes de politique étrangère modifieront en profondeur le destin de notre pays et rendront possible son retour au premier plan. Premièrement, l'avènement d'une Europe des nations, une sortie du commandement intégré de l'OTAN, l'offre faite à la Russie d'une alliance stratégique poussée, le refus de la guerre d'ingérence et le soutien au droit international, de la proposition de la formation d'une union pan-européenne des États souverains, incluant la Russie et la Suisse, et respectant, mes amis, le statut de neutralité, le droit national, la fiscalité nationale. La Turquie ne sera pas associée à ce projet. Qu'est-ce que la souveraineté, mes chers amis, si ce n'est la liberté des peuples? Qu'est-ce que la souveraineté française, si ce n'est la liberté de la France et du peuple français? Peut-on nous reprocher de glorifier et de nous battre pour une France libre, pour la France libre? Je ne le crois pas. Bien sûr, même si les traités de Maastricht et de Schengen n'ont pas été, comme leur nom l'indique, signés à Troyes, ils auraient pu l'être. Comment en effet ne pas faire aujourd'hui le parallèle avec l'entreprise anti-républicaine de captation et d'écrasement de la souveraineté française consentie par nos gouvernants de gauche et de droite et dont notre peuple est la victime? La souveraineté, c'est d'abord la liberté de faire sa propre loi. La souveraineté, c'est ce que dit la Constitution de notre République. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À l'évidence, nous n'avons plus la maîtrise de notre souveraineté, puisque l'intégralité du travail législatif consiste en une servile retranscription de directives européennes. Le troupeau parlementaire
ne fait que suivre les chemins que son nouveau maître veut bien lui indiquer. Où est la souveraineté quand nous n'avons plus ni liberté législative, ni liberté juridique, ni liberté monétaire, ni liberté budgétaire? Aujourd'hui, de plus en plus nombreux ouvriers, fonctionnaires, chômeurs, agriculteurs, artisans, commerçants ou retraités, des millions de Français se tournent vers nous pour nous dire « délivrez-nous de l'asservissement, brisez nos chaînes, libérez-nous ». Mais, bien sûr, ils ont compris tous ces Français que la France doit s'affranchir d'une Union européenne qui n'a eu de cesse de nous affaiblir et de réduire nos libertés. Les instances supranationales qui ont fait tant de mal au monde, au premier rang duquel le FMI, ne doivent plus faire la loi en France. L'ère des technocrates, des cabinets de lobbying corrupteurs en puissance, des juges anonymes, des experts achetés et des récidivistes du conflit d'intérêts doit prendre fin. Il n'y a pas, mes chers amis, plus dangereuse concession de souveraineté que territoriale, puisqu'elle met le pays à la merci des occupations, des exactions, des invasions, et ce, tout au long de son histoire. Aujourd'hui, nous n'avons plus le contrôle de nos frontières, puisqu'après avoir supprimé nos frontières nationales, nous avons concédé l'intégrité territoriale française et européenne à un organisme européen nommé Frontex. Mais puisque je vous parlais tout à l'heure d'anonymat, je pose une question. Les Français savent-ils ce qu'est Frontex? Bien sûr que non. Marine Le Pen. Non, il faut tout démolir pour tout reconstruire. Parce qu'en réalité, mon discours, et vous l'avez compris, c'est de dire que l'Union européenne est comme l'Union soviétique, elle n'est pas réformable. Car elle est construite sur une idéologie, sur des dogmes, sur des grandes pensées qui ont été partagées, il faut bien le dire, par l'UMP et le PS. Cette grande pensée, c'est le transfert des souverainetés nationales, c'est la primauté d'un droit européen sur le droit national, et ça pose le vrai problème de fond de la démocratie, puisque c'est le sens de notre débat. Où est la démocratie dans un pays lorsque on a retiré aux Français la possibilité de décider de qui entre et qui se maintient sur leur territoire? Nous n'avons plus de souveraineté territoriale, nous n'avons plus de souveraineté monétaire, nous ne pouvons pas décider d'adapter notre monnaie à notre économie. Nous n'avons plus de souveraineté budgétaire, puisque comme vous dites et vous expliquez, ça fait 20 ans d'ailleurs que j'entends ça, l'Europe ne marche pas, il faut plus d'Europe. Bon, à chaque fois qu'il y a plus d'Europe, ça marche de moins en moins. Oui, ça ferait une augmentation de 5%. Mais que pèserait aujourd'hui la France, qui est un petit pays en termes démographiques, face à un géant comme la Chine? Non, la France n'est pas un petit pays. La France est une grande puissance économique. Puissance économique face à la Chine, mais si. C'est faux. Voilà. C'est une grande puissance économique, mais qui n'a pas les moyens de sa grandeur. Voilà. Si aujourd'hui, les États-Unis sont aussi puissantes, c'est aussi parce qu'ils ont le privilège exorbitant du dollar, et nous le savons tous bien. Les États-Unis sont surendettés, Marine Le Pen. Ils sont déflationnistes et surendettés. Écoutez-moi, il y a des pays qui se portent beaucoup mieux que nous, qui sont plus grands, plus petits, plus nombreux, moins nombreux, etc., etc. Ça n'est pas un problème de taille, c'est un problème d'adaptation de la monnaie à l'économie qui est la nôtre. Et moi, je ne crois pas que la France soit un petit pays, je crois au contraire que la France a des atouts extraordinaires. Le problème, c'est que ces atouts ne sont pas utilisés parce qu'ils ont été tués par l'idéologie de l'euro. Alors, Nicolas Sarkozy prononce jeudi prochain à Toulon, de nouveau, un discours sur la crise et sur l'Europe face à la crise, avec, dans l'idée, un meilleur partage de souveraineté économique entre les États européens. Est-ce que ce n'est pas la meilleure solution, finalement, aller, puisque l'Europe s'est imposée à nous, vers quelque chose de plus cohérent en matière européenne et de plus uni? Comme ces vilaines choses sont bien dites, le partage de souveraineté.
Bien, les Français doivent savoir que le partage de souveraineté, c'est ni plus ni moins qu'un abandon total de notre souveraineté. Nicolas Sarkozy, pour sauver le dogme, pour refuser d'admettre qu'il a eu tort, lui et ceux qui ont construit l'euro, est prêt à vendre la liberté du peuple français. Nous ne pourrons plus décider à combien se monte notre budget. Ce sont les technocrates européens qui décideront à notre place. Nous ne déciderons plus de nos dépenses. Ce sont les technocrates européens qui décideront à notre place. Nous ne pourrons plus décider quelle forme prend notre système de protection sociale. Donc nous sommes condamnés Nous à ne rester pourrons plus petit, décider petit. de notre fiscalité. C'est Bruxelles qui décidera de Marine notre Le Pen, fiscalité. Nous sommes condamnés à rester minuscules, finalement. Non, mais c'est pire l'idée. que ça. Nous Ouais. aurons moins C'est ce que vous de dites. pouvoir que n'en a aujourd'hui une région française par rapport à l'État français. Eh bien, je ne vois pas pourquoi le président de la République est candidat à la présidentielle. Je pense qu'il peut être candidat à la direction d'une région. Parce qu'il est candidat à une présidentielle qui n'aura plus rien à voir avec la présidentielle telle que le général de Gaulle l'avait envisagée. Quand François Baroin dit qu'il vaut mieux Carrel. une perte de souveraineté plutôt qu'une dépendance au marché. Ni l'un ni l'autre. Voilà, vous voyez, ces élites sont toujours prêtes à se soumettre à quelque chose. Pas moi, Mais je réfute les deux. les marchés, vous n'y pouvez rien. Vous Si, n'allez j'y pas peux. enfermer la France avec une ligne Maginot. Ah non, mais j'y peux tout à fait. Votre protectionnisme national, parce que vous ne voulez pas, vous, d'un protectionnisme européen. Bon, c'est dans la continuité de la question de Jean-François. Mais est-ce que clairement, dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, où les pays, avec les mouvements qu'il connaît, est-ce que cela est viable au XXIe siècle? Vous l'imaginez, votre France derrière ses frontières, entièrement fermée, comme une Albanie? Oui, mais là, vous êtes en train de me décrire l'autarcie. C'est pas l'autarcie, moi, mon projet. Mon projet, c'est... Elle fonctionne comment? Mon projet, c'est la comment il protection. fonctionne votre Mais protectionnisme national? Mais écoutez, monsieur, comment fonctionnent tous les pays du monde à part l'Europe? Voilà, exactement de la même manière. C'est-à-dire que tous les pays du monde mettent des protections à leurs frontières, protègent des secteurs économiques. Les États-Unis ont mis, il y a quelque temps, des droits de douane sur l'importation des pneus chinois parce qu'ils veulent protéger leur secteur économique de construction, de production de pneus. Lorsqu'on exporte en Chine, il y a des protections aux frontières que mettent en œuvre les Chinois. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, ni soumission totale au marché financier, ni perte de souveraineté. Parce que qu'est-ce que je veux faire? Et c'est l'élément presque central de mon projet. Je veux rendre à la Banque de France sa prérogative de prêter au Trésor sans intérêt. C'est ainsi que ça fonctionnait avant la loi de 1973. Or, en 1973, on a décidé d'obliger la France... alors que le monde a changé, Marine Le Pen. Non, tous les pays font ça. D'obliger la France à aller emprunter sur les marchés financiers. Regardez la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a la maîtrise de sa monnaie. La Grande-Bretagne a une banque qui dirige sa monnaie. Bien. Eh bien, la Grande-Bretagne, aujourd'hui, elle emprunte sur les fameux marchés financiers à un taux d'intérêt inférieur à l'Allemagne, dont pourtant l'on nous dit que c'est le... Il n'y a plus d'élection présidentielle. Elle s'est terminée ce 22 avril. Et nous assistons maintenant à un concours de recrutement, à un entretien d'embauche pour engager un directeur des opérations de la Banque Centrale Européenne sous tutelle du FMI. La question est essentielle. Qui de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande appliquera le plus servilement la politique de rigueur? Qui des deux se soumettra le mieux aux instructions de la Troïka, FMI, BCE, Commission européenne? Le 6 mai, ce ne sera pas un président de la République qui sera élu, mais un simple employé de la Banque Centrale Européenne, un sous-gouverneur des finances de Bruxelles, chargé d'appliquer les décisions de la Commission, et sans discuter encore, avec, permettez-moi, compte-rendu régulier à l'Allemagne de Madame Merkel. Comme moi, pense qu'il y a un autre système monétaire international à mettre en œuvre. Votre campagne à l'étranger, rapidement, qu'est-ce que ce sera demain?
Écoutez, demain, j'espère. De la Russie, Oui. Pourquoi la Russie ? Je suis en train de préparer parce que je pense qu'un des axes stratégiques de la France doit passer par la Russie. Qui n'a jamais été un allié naturel de la France. Non, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien vu que le mur de Berlin avait été mis sur roulette et qu'on laissait la Russie de côté à la demande, il faut bien le dire, des Américains. Mais je conteste cette soumission systématique de la France qui s'est aggravée depuis Nicolas Sarkozy au diktat américain. Je pense que la France doit défendre ses intérêts et que ses intérêts, c'est de développer un axe stratégique et géopolitique. Sortir de l'OTAN, Madame Le Pen, et envisager un partenariat avec la Russie. Parce que l'OTAN n'a plus de sens. En réalité, elle correspond à une volonté de Nicolas Sarkozy de se soumettre de manière systématique aux exigences des États-Unis. On l'a d'ailleurs vu. Barack Obama a dit on va sortir de l'Afghanistan et Nicolas Sarkozy, dans les quelques heures qui suivent, dit nous aussi on va sortir de l'Afghanistan. Je pense que la voie spécifique était celle de la France sous De Gaulle, cette grandeur de la France sur le plan diplomatique a disparu avec cet alignement systématique de Nicolas Sarkozy sur les positions des Américains. Vous allez pouvoir répondre sur la Russie avec la question suivante qui est du correspondant de l'AFP. Attendez, regardez, déjà il me pose la question, là, un partenariat avec Il fait chaud sur le plateau, Madame Le Pen. On va justement vous poser la question suivante. C'est Nicolas Miletic, il est directeur du bureau de Moscou. Et voici la question, c'est une question vidéo. Vous voulez rencontrer Vladimir Poutine. Pourquoi? Vous avez des points communs, vous sentez des affinités avec lui. Est-ce que vous pensez que c'est un dirigeant de ce genre qu'il faut pour la France? Je veux rencontrer Vladimir Poutine parce qu'il est Premier ministre. C'est aussi bête que ça, évidemment. Et que dans le cadre, encore une fois, de ce partenariat dont je développe l'idée, il m'apparaît intéressant de pouvoir rencontrer Vladimir Poutine, qui est en l'occurrence Premier ministre russe. Bon, l'idée, c'est que la Russie appartient au continent européen. Nous avons des bases de civilisation communes. C'est un très grand pays, ça peut être aussi un très grand marché d'ailleurs en l'occurrence, que c'est un pays également qui pourrait répondre à nos besoins en matière énergétique. Je crois qu'il y a toutes les raisons du monde de mettre en place un partenariat privilégié dans toute une série... À ce besoin énergétique, parce qu'on a vu avec la crise du gaz, par exemple avec l'Ukraine, que toute l'Europe a été privée de gaz pendant au moins 10 jours. Et ça à plusieurs reprises. Je pense qu'on laisse la Russie de côté, qu'on a tort, on la laisse de côté un peu sur instruction des États-Unis, et on a tort. Je pense que si on mettait en place un partenariat privilégié avec la Russie, encore une fois, on réglerait ce type de problème. Mais je vais vous dire, très franchement, il y en a un certain nombre qui critiquent Vladimir Poutine. Mais enfin, quand on voit où on achète notre pétrole, quand même, il y a un certain nombre de gens qui sont assez hypocrites. Parce qu'en matière de démocratie, je ne suis pas sûr que l'Arabie Saoudite, voyez-vous, etc., soit un modèle mondial. Bon. Mais la liberté de la presse également doit être rétablie. Peut-on encore parler de véritable liberté de la presse, écrite, radiophonique ou audiovisuelle, quand celle-ci tombe aux mains de grands groupes financiers ou industriels? La vraie question se pose. La presse peut-elle être vraiment libre sans être vraiment indépendante? Peut-elle librement agir lorsque des groupes qui la possèdent dépendent eux-mêmes des énormes contrats octroyés par les pouvoirs publics? La liberté est-elle compatible avec les monopoles? Et vous, journalistes, où est votre liberté quand c'est la peur qui vous guide? Quand la tyrannie de la pensée unique, et je m'adresse à vous avec beaucoup de sincérité, quand la tyrannie de la pensée unique est telle que vous finissez par tourner cette fois votre langue dans votre bouche ou vos plumes dans l'encrier, de peur d'être accusé de dire, comme Marine Le Pen, que le mois d'août est en été, que Paris est la capitale de la France, de monstruosité sûrement. Où est votre liberté d'informer quand le totalitarisme de la pensée vous pousse à vous dénoncer les uns les autres, à faire des listes de déviants, comme l'a fait encore récemment le Nouvel Observateur, accusant d'hérésie telle ou telle, dont l'analyse ou le papier
est taxé de complaisance quand il n'est souvent que descriptif ou objectif. Quelle est votre liberté? Vous qui n'osez vous soulever contre ce nouveau maccarthisme, en tremblant d'être après Elisabeth Lévy, Robert Ménard, Éric Zemmour, Philippe Cohen, Natacha Polony, Frédéric Tadei, Luc Ferry, Emmanuel Todd ou Yvan Rioufol, le prochain sur la liste, victime des petites torquemadas des temps modernes, qui sont pourtant vos confrères. Or, la liberté de la presse est fondamentale, car elle participe pleinement de la démocratie. Avoir la liberté de glisser un bulletin dans l'urne, c'est bien. Mais encore faut-il savoir pour qui et pourquoi, et d'en être informé de la manière la plus objective possible. Alors oui, je l'affirme, la presse aussi devrait être libérée de la dictature de la bien-pensance et de la pression des intérêts politiques et financiers. Et parallèlement, et pour les mêmes raisons, nous veillerons jalousement à la liberté sur Internet, en luttant résolument contre la scandaleuse loi Hadopi. Celle-ci est une tentative totalitaire de surveillance et de traque des internautes, dont le Big Brother d'Orwell n'aurait même pas rêvé, et dont le but évident est de tenter de faire taire cette dissidence, ce bouillonnement d'intelligence qui a trouvé refuge sur la toile. Nous rétablirons aussi la véritable liberté économique. Car la liberté, mes amis, est tout, sauf l'ultralibéralisme. Alors les européistes se targuent de défendre la liberté sous prétexte que l'Europe est ultralibérale. Mais c'est une manipulation, parce qu'en réalité, elle ne défend que la liberté de ceux qui ont déjà tout et opprime les autres, ceux qui n'ont rien. Cette soi-disant liberté est celle du renard dans le poulailler. On va parler du Parti socialiste, de François Hollande, du mariage pour tous. Le mariage pour tous, d'abord, la conscience du maire, la conscience d'un maire. Est-ce qu'elle doit... Si la loi est votée, Marine Le Pen, est-ce que le maire doit pouvoir, à vos yeux, refuser de marier un couple homosexuel et de demander à ses adjoints aussi de refuser? Est-ce que il est possible, dans la loi c'est pas possible parce que le préfet peut intervenir là, hein, mais est-ce que le maire doit avoir la possibilité d'enclencher sa liberté de conscience? Oui, je le crois. Vous le croyez? Je crois, c'est une sorte d'objection de conscience, c'est-à-dire qu'il refuserait d'accomplir certains actes qui vont à l'encontre d'impératifs religieux, moraux, éthiques. Ce qui est incroyable dans ce qui s'est passé. La loi n'est pas la loi. Non, mais la loi ne doit pas être respectée jusqu'au bout. Mais si, puisque le mariage aura lieu dans ces conditions-là, mais il ne sera pas célébré, on ne peut pas forcer un maire à célébrer un mariage. Bon, ce qui est incroyable... Mais si l'adjoint ne veut pas célébrer... mais permettez-moi, il n'y a pas un adjoint en régional. Oui, mais dans des petites communes, vous savez comment ça se passe, Marine. Ce qui est incroyable dans ce qui s'est passé, et qui a été occulté d'ailleurs par l'épisode Far West de l'UMP. Bon. Voilà un président de la République qui va devant les maires de France, qui parle aux 36 000 maires de France, et qui parle justement de la liberté de conscience, et qui est rappelé à l'ordre par un micro-lobby, l'inter-LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, qu'il reçoit, non mais permettez-moi, qu'il reçoit dans les 24 heures à l'Élysée. Mais enfin écoutez, monsieur Bourdin, où on est? Où on vit? Vous imaginez François Mitterrand obéir aux injonctions de l'inter-LGBT? Non mais on rêve! Et obéir à ses instructions et retirer un propos qu'il a tenu devant 36 000 maires de France parce que l'inter-LGBT est pas content avec ce qu'a dit le président de la République. Mais enfin, mais c'est incroyable ce qui se passe. Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle si on en est là. Il n'y a plus aucun pouvoir. Enfin, il n'y a plus aucune stature de chef de l'État. Et ça, c'est passé inaperçu.
Voilà, à cause des opérations folkloriques de l'UMP. Et c'est pourtant extrêmement révélateur de ce qu'est devenu notre pays. Le président de la République n'est plus un président de la République lorsqu'il se comporte comme ça. Voilà. C'est éventuellement un chef de gouvernement. Non, mais c'est un chef de gouvernement technique. Voilà, comme il y en a en Grèce, comme il y en a en Italie. Il est là pour appliquer la feuille de route de l'Union européenne et à se soumettre à tous les lobbies, aussi petits soient-ils. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Je vous ai pas beaucoup entendu, je vous ai pas beaucoup entendu, Monsieur Mariton, quand, sous l'impulsion de Monsieur Châtel, le groupe LGBT est entré dans les écoles pour aller expliquer à nos enfants la théorie du genre. Vous n'écoutez pas assez, j'ai critiqué, et avec des collègues du groupe UMP, nous demandons une commission d'enquête sur cette affaire de théorie du genre. Votre formation je m'appelle Hervé Mariton. Votre formation politique... Je m'appelle Hervé Mariton. Non, c'est trop facile ça, Monsieur Mariton. Votre formation politique a permis à ce micro-lobby d'aller expliquer à nos enfants la théorie du genre. Une théorie délirante qui consiste à dire qu'il n'y a pas de garçons et de filles, mais qu'en réalité, on deviendrait garçon ou fille en fonction de la société. Et c'est vous qui avez fait cela. C'est votre formation politique. Alors ne me parlez pas de défense de la famille. Ne me faites pas de leçons sur la défense de la famille. Défense de la famille qui se porte très mal, y compris dans les 10 dernières années où vous étiez au pouvoir. Attendez, on arrive. La paix, mais bien sûr que non. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. De la Serbie à l'Irak et à l'Afghanistan, le libéralisme, c'est la guerre. Comme le démontreront demain l'Iran, le Pakistan peut-être. C'est guerre. C'est guerre. C'est guerre, mes amis, pour le pétrole. Maquillés comme des filles de joie, sous le prétexte d'apporter la démocratie au peuple, mais en réalité, pour étendre encore le terrain de chasse des rois de la finance et des seigneurs de la banque. En vérité,